Salut à tous, on est dans Wildlife en direct sur Brut, on est au cœur de la baie de Somme et je suis avec Jean, chanteur d'oiseaux. Et on est en train de faire une approche des oiseaux marins, côtiers. Les limacoles, c'est la marée haute, dans 10 minutes la mer est pleine. Et donc l'idée c'est de se mettre juste derrière la touche de Spartine là-bas et de regarder un petit peu comment est-ce qu'ils vont se comporter face à la montée des eaux. Donc discrétion, on se met à l'affût et l'idée c'est de ne pas les faire envoler trop tôt, même s'ils seront chassés par la mer de toute façon. Exactement, c'est pas d'anticiper l'envol. Ok, on y va? C'est parti. RMI, juste là-bas. Vas-y, je te suis. Ah, tiens, les tadornes qui décollent un peu là. Ah, c'est beau. Ça, c'est les tadornes de Belon. Donc c'est quoi? C'est ni un canard ni une oie. C'est entre les deux, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il n'y a pas de dimorphisme sexuel. C'est-à-dire que le mâle et la femelle sont de la même couleur. Ah, c'est superbe. Et la baie de Somme a vraiment d'importance pour eux pour passer l'hiver. D'accord. On a un très gros hivernage du tadorne de Belon. Alors la femelle, c'est ce cri un petit peu caractéristique de... Ouais, c'est un sort de cancanement. Un cancanement, mais qui fait assez peur dans la brume, je t'avoue. Et alors le mâle, lui, il a une espèce de sifflement assez joli qu'il émet en tournant la tête. Ouais. Ça. Alors évidemment, Plutôt en période de reproduction ou ils peuvent le faire aussi en hiver? Même maintenant, même en ce moment, ouais. Alors là, évidemment, ils ne sont pas en comportement. Tu vois, là, ils sont poussés par la marée, par le vent. Ouais. On va dire qu'ils sont acculés dans la partie nord, dans la partie de la baie nord. Ouais. Et donc évidemment, il y en a un qui décolle tout seul. Et donc là, ils attendent évidemment que la marée monte pour après repartir sur l'estran. L'estran, c'est la partie vaseuse, sur laquelle ils vont se nourrir d'un petit coquillage qui s'appelle l'hydrobie. L'hydrobie. On regardera ça tout à l'heure, c'est un petit coquillage qui est vraiment la nourriture principale. Ok. Qu'est-ce qu'on entend là au loin? Regardez à la longue vue tout ce qui se passe, tout ce qui vole. Là, tu vois, t'as deux tadornes, non, c'est des canards qui arrivent pilés. Ah ouais. Canard pilé. Alors le canard pilé, le mâle, c'est un chant comme ça. Donc, le canard pilé, c'est un canard russe qui vient d'assez loin. Ils ne nichent pas ici, ils viennent ici pour l'hiver, pour s'alimenter, une zone assez tranquille comme ça, une baie ou un estuaire. On entend des limacoles. Eh mais t'as l'oreille de fou là. Ouais, j'entends au loin. Alors ici, c'est l'heure du concert, tu vois, si tu... Ouais. Le spectacle commence maintenant, tu les entends là? Et toi t'y prends part là. C'est excellent. 3 petits chevaliers gambettes. Ouais, j'ai entendu. Alors, les chevaliers gambettes, évidemment, ce qui est formidable en baie de Somme, dans ces grands espaces ouverts, c'est que la puissance sonore des oiseaux est incroyable. Évidemment, pour qu'ils se reconnaissent, qu'ils se retrouvent, bien sûr. Les autres grégaires, ils migrent en groupe. C'est des cris de contact qui permettent de savoir où sont les autres, etc. Exactement. En ce moment, c'est des cris de contact. Okay. Au printemps, au mois de mai, quand ils reviennent d'Afrique, en général, c'est aussi des cris de parade. Mais là, on a quasiment que des cris de contact. Ouais. Et donc, ils sont très très puissants. Et c'est vraiment pour moi le bain sonore, la symphonie de la baie de Somme. C'est en ce moment, il y a une forme de symphonie où tous les cris de contact s'échangent et c'est assez puissant. Alors, on a de la chance, c'est que le vent est dans le bon sens. Ouais. On a un vent majoritairement de sud-ouest ici. On voit la pointe du Hourdel là-bas. Avec une petite bruine. Avec une petite bruine, alors c'est un temps local. Ouais, je vois ça. C'est le temps parfait. C'est un jour off, dans le sens où la migration ne peut pas se dérouler aujourd'hui. D'accord. Donc les animaux bloqués au sol, les oiseaux tout est bloqué, tout est arrêté. Ouais. Ils ne peuvent pas partir, ne peuvent pas prendre la route migratoire. Okay. Ils sont bloqués ici. Donc c'est plutôt pas mal pour nous. Si on s'avance un petit peu sur les tadornes, là, tu penses qu'on peut essayer de les voir d'un peu plus près? Alors évidemment, ce que je disais, le jeu, c'est de ne pas faire décoller, sachant qu'ils vont évidemment partir à un moment. Ouais. On va suivre le petit méandre ici. Ouais, le petit cours. Le petit cours d'eau qui est là. Et on va laisser se planquer derrière un petit banc de pigospio, c'est des petits vers qui font justement ces petits bancs de sable. Ok. Et on va essayer de les voir de plus près. Ça marche. Allez. On est vraiment au cœur de la baie là. Hein. Alors là, c'est la partie nord, la partie réserve. La partie réserve, ok. De la baie de Somme. Donc les oiseaux ne sont pas chassés ici. Non, c'est une zone vraiment très importante pour l'hivernage. Ça, c'est tadorne aussi? Tadorne de Belon. Ok. Alors on reconnaît en règle générale le mâle. Trop beau, hein. En contre-jour là, c'est très magnifique. Ouais.
Oui, ils font des petits bonds en fait, hein. Ils ne s'envolent pas pour d'autres cieux là, ils restent sur la zone, ils s'alimentent. Ils sont bloqués là, aujourd'hui ils vont rester ici. Hein. Ok. Ah, c'est des petits qui chantent là-bas aussi. Ah ouais. Donc tout le monde se retrouve, hein, tous ceux qui sont chassés par les courants reviennent se mettre avec leur famille. Des espèces de groupes de familiaux. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc, à la hauteur des pattes. Toi aussi tu parles de liens familiaux. Alors, familiaux, c'est pas familiaux, on va dire spécifiques, on va dire des liens sociaux en tout cas entre les. Les tadornes peuvent être dans l'eau, tu vois, une flotte, ils restent en groupe sur l'eau. Okay. Les épis restent dans 5 cm d'eau, tu vois. Ouais. On les voit là-bas, c'est des petits échassiers qui peuvent être un petit peu dans l'eau sans avoir de palme. Hein, les goélands restent sur le banc de sable. Ouais. Tu vois sur le banc de sable des goélands. Tu vois qu'ils restent ici. Ouais, on voit les goélands en premier plan et on a plein d'oiseaux qui sont des petits points derrière. Donc là-bas, tu as les utriers. Au final, il y a des milliers d'oiseaux là devant nous. Pour nous, bien sûr, à l'œil nu, ils ne sont pas forcément. Alors, c'est à perte de vue. Hein. Sur 4 km, là, tu as des oiseaux partout. D'accord. C'est incroyable. Tu as 7000 hectares qui sont bloqués sur une petite frange. Donc, c'est l'homme qui est marginal ici plus que l'oiseau. Ah bah, sinon, tu vois bien qu'on n'est pas adapté pour être ici. Hein. Ah non, c'est clair. Il tombe une micro-bruine et on est déjà frigorifié. C'est un milieu dangereux aussi pour les hommes parce qu'ici, il peut y avoir des sables mouvants, des vasières un peu compliquées. On peut se faire piéger par la marée aussi quand on n'est pas. C'est sûr qu'il faut vraiment anticiper une promenade en baie, il faut l'anticiper ou il faut être accompagné par un guide qui connaît très bien le milieu parce que c'est un milieu, on va dire, presque hostile. D'accord. Dans le sens où tout devient tout de suite très puissant. Ah oui, une montée de mer, c'est très fort, une bruine qui tombe, ça devient tout de suite. Il faisait très doux, il fait froid d'un coup. Derrière. Ah ouais. C'est marrant. Toi, tu es vraiment à ta place ici, au milieu des oiseaux. Je veux dire, comme peut-être moi aussi. Mais c'est exceptionnel. C'est comment on se sent. Des canards pilés, des sarcelles d'hiver, des tadornes de belon. Énorme. Il faut savoir distinguer les espèces en vol après, par contre, parce que c'est vrai que si on n'est pas dans une basse-cour, ils ne sont pas à côté de nous comme ça. On est dans le grand balai des migrations, le grand balai de l'hivernage, et on est dans un milieu majuscule où ils ont l'espace pour s'exprimer en vol. Ouais, on est là, tu es tout petit, Rémi. Tu te rends compte, et en plus, le paysage est assez exceptionnel. Parce que tu vois, c'est tout en dichotomie avec le ciel, c'est incroyable. La moitié du paysage, et la terre. Et toujours sur la ligne d'horizon, un oiseau qui vole. Tu peux tourner dans tous les sens, tu as toujours un oiseau. C'est vrai. Il n'y a pas une pollution visuelle non plus d'origine humaine, on ne voit pas de tour là d'ici, on voit pas de. Il pourrait y avoir un bateau, il pourrait y avoir quelques clôtures. On a quand même beaucoup d'éoliennes et on parle d'un parc éolien qui va se faire au large. Ouais. Donc c'est vrai que ça met une certaine tension localement parce que, évidemment, ce beau paysage. Ah. Je fais les gambettes, huîtrier puis là-haut. Ouais. On pourrait les entendre répondre là. Ouais. C'est hyper lointain. Mais... Oh, courlis cendré. Ah ouais, le courlis, ouais. Courlis qui a un très long bec et qui peut aller chercher des vers dans le sable assez profond, quoi. Ah, ça c'est vraiment le chef d'orchestre de la baie. Ah ouais. Lui il chante toute l'année. Vas-y, fais voir le cri du courlis. Courlis cendré, et t'as son cousin qui est parti, qui s'appelle le courlis corlieux, qui est parti en Afrique, et qui lui fait une espèce de hennissement lointain. D'accord. Ah ouais, c'est puissant par contre. Ouais. Tout est puissant. Ouais, tout ce qui siffle ici, c'est surpuissant. Le linucol, c'est celui qui a la voix qui porte parce qu'il vit sur ces étendues hyper vastes. Son collègue et son ami qui est à 2 km, il faut de la puissance. Donc le son doit porter. Ouais. À la différence des passereaux, si on voit les passereaux tout à l'heure sur le chemin, on verra les sons sont beaucoup plus fins et plus subtils. Et l'espoir de l'oiseau, c'est de communiquer, enfin d'envoyer son son à une cinquantaine de mètres. Ouais. Là où il voudrait ici atteindre 3 ou 4 km. Donc tu as un goéland. J'adore ce temps-là, c'est vraiment le temps bas avec les nuages, on est un petit peu... C'est pas un temps bon pour les hommes, mais pour les oiseaux c'est parfait, quoi. C'est parfait. Oui. Et toi tu penses que des fois les oiseaux peuvent vraiment te prendre pour un des leurs et chercher le contact avec toi? Ah bien sûr, c'est l'idée. C'est pour ça qu'on est ici. Hein. Ouais. On va s'en un tout petit peu, on va se mettre derrière le petit banc. Ouais. C'est marrant ces méandres là, ce sable qui prend diverses couleurs, diverses formes, parfois végétalisé. On voit des traces de sangliers un peu partout là. Ouais. Ils sont venus là, tu crois? Fouiller dans la nuit? Alors c'est sangliers et mouflons. Mouflons. Ils font en fait Ah ouais, là c'est mouflon. Ils font le tour, tu sais, entre le banc de Lillette et ici. D'accord. Le souci qu'ont les mouflons, c'est que c'est beaucoup d'herbes salées, donc ils ont besoin aussi d'aller chercher un petit peu d'eau douce dans la baie. D'accord. L'eau salée, c'est toxique, donc il y a un petit cours d'eau. Ok. Et donc ils viennent boire l'eau qui est douce.
Ah, le courlis? Non, chevalier gambette. Chevalier devant nous là. Ah ouais, juste là, là. Regarde, 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 ça décolle. Ah ouais, ils ont les gambettes. Il s'appelle le chevalier gambette et il a vraiment les gambettes dans l'eau là. Tous ces oiseaux qu'on voit, tous les petits points qu'on voit devant nous, c'est des troupes de migrateurs hein, qui viennent ici s'alimenter. Alors c'est ça, et fuir le froid nordique. Ouais. On va aller à la limite de la montée des eaux. À la limite. Là, on est au moment de l'étal. Ouais. La mer a atteint son plus haut. Ouais. Et maintenant les oiseaux attendent qu'elle se retire pour aller s'alimenter. Ok. Là on voit ces gros tadornes. C'est marrant parce qu'il faut vraiment affronter les éléments et eux ils n'ont pas d'outils pour le faire. Donc ils doivent avoir un plumage, une couche de graisse qui leur permet d'affronter tout ça. Alors c'est vrai que c'est surprenant parce que finalement les limicoles ne sont pas vraiment imperméables. Hein. Ouais. Leur plumage prend l'eau. Contrairement aux canards qui eux peuvent s'enduire. Ils sont complètement imperméables. Ouais. Ouais. Ah oh, super. Talon de melon. Là. Ah ouais. Ah, ils étaient derrière nous. Alors ça vole souvent par paire, hein. Ça vole souvent par couple. Ouais. Alors je ne sais pas si ce sera les futurs couples qui se mettront ensemble au printemps, mais souvent tu vois donc la femelle devant et le mâle qui est derrière. D'accord. Ah, il y en a un joli devant nous là, tu vois. On voit bien la barre à l'air blanche. Ça. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que ça c'est seulement une jeune femelle et qui a moins d'instinct de peur par rapport à l'homme. Elle le connaît moins. Ouais d'accord, elle n'a pas vécu plusieurs saisons de dérangement. En général, les adultes sont beaucoup plus méfiants que les jeunes. Ah ouais. Le jeune, c'est l'insouciance de la jeunesse quoi, qui est. Bah oui, forcément, c'est peut-être la première fois qu'ils voient des hommes. Hein. Alors bon, les talons de melon sont souvent en Hollande, mais il y a des espèces qui vont découvrir les hommes. Ah oui, parce qu'ils sont nés dans la toundra arctique ou. Ils n'ont jamais vu un humain, sauf la première fois ils vont se poser ici. J'ai pas pensé à ça. Donc tu as des pluviers des fois, où le plus impressionnant c'est chez les tournepierres à collier qui arrivent d'Arctique. D'accord. Tu as un oiseau, il peut être à côté de toi. Presque marcher dessus, quoi. Enfin, il y a 2 mètres, il bouge pas. Et tu dis, mais c'est fou, il y a une méconnaissance du danger, parce que évidemment, pour moi, l'homme représente ou un gros mammifère représente un danger pour un petit oiseau de 25 grammes, tu vois. Et l'oiseau n'est vraiment une quiétude absolue. C'est super. Donc on voit que ça commence un petit peu à se découvrir. Donc on a un super plan sur les Utri-épis. Donc tu vois vraiment. Ah, c'est tout ce qui est là-bas entre les pieds. Hein, ah ouais, d'accord. Tout est face au vent. Ah mais attends, toutes les barres qu'on voit, c'est des oiseaux tout ça? Tout ça c'est des oiseaux. Ah d'accord. Ah oui, c'est une masse d'oiseaux. Voilà. Ils sont jamais seuls, ils sont toujours comme ça en. Ah ben c'est ça le but, c'est qu'ils s'appellent tous pour être ensemble. Ah ouais. En fait il y a quelques chefs, ça vit assez longtemps. Hein. Ah donc tu dis qu'il y a quelques-uns qui appellent plus que d'autres. Quelques vols. L'espérance de vie, vie, on en voit au ras de l'eau là-bas. C'est plus d'une vingtaine d'années pour les limicoles. Hein. Ouais. Donc évidemment, il y en a des vieux de la vieille qui connaissent par cœur le fonctionnement des marais. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que ce soit des oiseaux nocturnes ou diurnes. C'est des oiseaux qui ont un rythme des marais. C'est les marais qui font leur rythme. Ils vivent aussi bien la nuit que le jour. Tu les as en baie aussi bien la nuit que le jour. C'est pas un problème. C'est les marais qui vont influencer leur comportement. Donc l'idée, c'est là, c'est dormir. Là, il faut dormir. Alors peut-être c'est dormir dodo. Là, ils dorment le plus possible. En ayant quelques veilleurs, donc c'est quelques veilleurs qui surveillent ce qui se passe. Donc c'est les sentinelles qui vont dormir que de l'œil, quoi. Qui sont en général, alors tu vois la grosse masse, si tu regardes bien aux jumelles, tu vois il y a quelques individus qui sont à une quinzaine de mètres tout seuls. Alors on ne sait pas comment se fait le recrutement. Pas évident à voir de loin, mais si tu le dis, je te crois. Mais qui devient sentinelle? Qui est la sentinelle? Est-ce que c'est des adultes qui sont rejetés ou des vieux qui sont séparés, célibataires? On ne sait pas trop, mais il y a quelques sentinelles. Et ceux-là décollent en premier. Ils alarment le reste. Alors, soit ils alarment, soit ils vont en prospection voir si la zone est un peu comme la colombe de Noé. D'accord. Tu vois, ils vont voir si enfin le banc de sable est découvert. Et s'ils ne reviennent pas globalement, les autres suivent du regard comme les vautours, tu vois. Ils suivent du regard le travail des sentinelles. Et une fois que la sentinelle reste là-bas et reste sur le banc de sable. Il dit ça y est, il n'est pas revenu, la voie est libre, on y va. Enfin, ça se passe comme ça. C'est excellent. Donc tu as toujours chez les oiseaux, ou chez les animaux, hein, des individus qui vont innover, qui vont chercher une voie, qui vont prendre des risques, qui vont sûrement des fois en profiter parce que c'est les premiers sur le banc de sable, donc c'est les premiers à profiter des néréis qui sont sortis des vagues. Et puis après, le gros du troupeau, on va dire, le gros de la troupe qui va rejoindre ces individus sur les bancs de sable. Alors c'est vraiment super beau. Hein. Ah ouais, là, il y a tous les éléments, là, le vent, l'air, le sable et l'eau. Sous multiples formes, parce que tu as de l'eau saumâtre, un peu douce, un peu salée, de l'eau salée. Alors là, le petit cours d'eau qui est juste derrière nous, là, c'est la Mée.
Ouais. C'est un petit fleuve côtier d'une trentaine de kilomètres et qui apporte donc l'eau douce dans l'estuaire. Là-bas, tu as des limicoles qui volent. Allez. On va essayer. On va pas y aller frontal, on va aller ici. Vas-y, c'est toi qui sais. Eux, ils se sont bien quand même groupés là, sur le... On voit quelques tas d'ornes là devant encore. Ouais. Et les hommes en général s'aventurent pas trop sur ces endroits, sauf peut-être les pêcheurs à pied. Alors évidemment, les pêcheurs à pied ont une autorisation. Il n'y a pas foule ici, je veux dire. C'est une réserve naturelle, donc normalement on ne peut pas vraiment exploiter cette zone. Ouais. Elle est complètement protégée. Ok. Mais il y a quand même quelques dérogations, par exemple pour pêcher les coques. Pêcher les Qui coques. font vivre quand même 300 personnes localement ici. Donc, Ah ouais. Donc il y a quand même des autorisations. Une économie de l'estran. Voilà, une certaine économie. Et au bout de la réserve, tu as des bouchots pour des moules. Ouais. Les bouchots, oui, d'accord. Les bouchots, donc c'est des pieux sur des pieux de bois sur lesquels se fixent les moules qui vont être donc cultivés, une forme de culture un peu, une semi-culture, une culture naturelle. Ouais. Donc il y a du coquillage, il y a des mammifères, puisqu'on voit les traces des mouflons un peu partout là. Ouais, on est sur, une vie enfouie, on est sur le chemin des mouflons là, c'est énorme. C'est-à-dire qu'un milieu qui a l'air désertique comme ça à l'œil, en fait, fourmille de vie, fourmille littéralement de vie. Là, tu ne peux pas avoir plus vivant qu'ici. Ouais. Au niveau de la production de biomasse, c'est juste incroyable. C'est plus qu'un champ de maïs irrigué dans ton sud-ouest. Ça, j'en suis sûr. Ici, tu as des diatomées, des radiolaires, on va les voir après. C'est des petites algues qui se développent avec le soleil. C'est un vrai hotspot quoi ici. Et c'est là où c'est ce qui va servir de nourrir. Ah, il t'a répondu, t'as vu, il a fait un petit vol vers toi là. C'est génial. On a même l'impression qu'il reproduit la même strophe quoi. C'est gentil. Non, mais je sais pas, il m'imite ça. Ouais, il t'imite, c'est lui qui t'imite. C'est adorable. Il y a toujours du monde en vol en plus. Si on regarde bien sur l'horizon, là, on voit plein de vols qui cherchent à se poser, qui décollent, qui reviennent. Donc là, ça s'appelle un blasier, c'est un terme local. Le blasier, c'est un sable sur lequel la mer est venue, elle se retire. Donc ça fait une espèce de miroir, c'est superbe. Hein. Et là, on commence à voir les oiseaux qui commencent à pied discrètement, avancer à pied pour rejoindre le front de l'eau, tu vois. Et oui, parce qu'il commence à se dégager. Là, on a une superbe vue. L'eau se retirant, le bentos, c'est-à-dire cette microfaune, la microfaune qui vit dans les vasières et dans le sable va être révélée, quoi. Ouais. Et là, ça se repose assez vite parce que... Ah, ça crie, hein. T'as de ballon, au-dessus, t'as une petite bande de camion. C'est drôle, hein. Et ils volent vraiment en plus au ras du sable. Sable mouillé, ça fait comme un miroir. Et on les voit qui fouillent déjà, effectivement. Des bécassos variables. Le petit nuage noir là-bas au loin, c'est des bécassos variables. Ouais, et t'en as 4 au ras de l'eau là-bas. Là. Sentinelles, départ des sentinelles. Départ des sentinelles. T'as un départ de sentinelles, t'as 4 8 répits qui partent 3. C'est les premières sentinelles qui partent déjà. Ouais. Donc on peut prévoir le comportement des oiseaux en observant le vol de certains. Tu vois, ils partent en premier là-bas, donc eux ils vont directement aller vers le crottoir. Ouais. Pour faire la pointe de Savalerie et ils vont s'installer. Tu vois, ça commence déjà à partir. Il y a des envols au ras du miroir là. Alors évidemment, les petits bécassos variables, eux, peuvent se poser sur les zones herbues des molières. Mais les autres n'aiment pas les triépis n'aiment pas trop. Hein, ils aiment avoir les pieds dans l'eau. Les triépis adorent être sur du sable. Ok. Sous la vase. Mmh. C'est pour ça qu'ils partent quand même pas le premier. Sauf qu'il y a des sentinelles qui vont quand même tenter. Alors au pire, ils ont de la chance, c'est qu'il y a toujours une place quand même sur les molières maintenant. Avec le niveau des sables et des molières qui s'élèvent, évidemment, ils ont toujours une possibilité de repli. Ah, il y a des envols un peu massifs et puis d'autres qui les regardent partir tranquille quoi. J'adore, c'est chouette. Il y a une quiétude, une démarche. C'est vrai que c'est assez bizarre comme moment parce qu'on a de l'eau, on a pris la flotte, on est trempé. Là, on voit des grosses trouées. On sent qu'ici, les éléments, ça tourne, ça change, ça varie. Et les oiseaux, ils sont à l'écoute de ce milieu pour pouvoir aller s'alimenter, adapter leur comportement, etc. C'est là que tu vois que leur adaptation est parfaite. Ils supportent ces conditions drastiques et sans aucun souci. Avec chacun sa proie privilégiée en fonction de son équipement, donc le bec ou les pattes. Et chacun tire subsistance de la baie. Alors, évidemment, l'ensablement et l'évolution du milieu... C'est un danger, ça, pour les oiseaux ? C'est pas un danger, c'est en fait une perte de nourriture. C'est une perte... L'intérêt ornithologique de la baie de Somme est en train finalement de diminuer. Toutes les touffes que tu vois là, ces touffes d'herbe, ce sont des futures molières, donc c'est une avancée au niveau des molières. La terre, les molières, c'est les parties herbues. Tu vois,
et une partie sableuse, c'est un terme hollandais qu'on appelle la slick. La slick. Et le shore, c'est la partie herbue. Et donc, c'est évidemment la partie herbue, c'est là où il y a le moins d'eau de mer qui vient. Tu vois, aujourd'hui, les parties herbues vont être à peine visibles par l'eau de mer. Tu vois. Ouais, tout à fait. Et donc, évidemment, les oiseaux que tu vois ici, eux, ils cherchent les vers de vase qui sont sur les parties sableuses. Ok. Et ce sable, cette partie vaseuse diminuant, et bien évidemment, il y a beaucoup moins de nourriture pour ces oiseaux. Ok. Donc, c'est un petit peu elle est moins intéressante d'un point de vue nutritif. C'est un phénomène donc on appelle l'ensablement. Et ce sable, il vient d'où? Alors, le sable vient d'où? Il y a plusieurs hypothèses, évidemment, quand tu vois un orage qui se passe à 200 km d'ici, dans les terres, évidemment, du sable énorme qui se déverse dans la Somme, et puis toute cette masse de sable arrive dans l'estuaire, puisque évidemment, il y a moins de... On ne retient plus le sable, il n'y a plus de haies, il n'y a plus... Beau vol là-bas. Donc c'est des vanneaux. Alors les vanneaux, ils sont un peu perdus. Les vanneaux, c'est un limicole un peu particulier. Un peu des champs aussi. C'est un limicole des champs. Alors quand il voit la baie de Somme s'ouvrir devant lui, il est un peu perdu. Il ne sait pas s'il va la traverser ou pas. Donc souvent, il va avoir le comportement de reprendre... de contourner le lieu. C'est drôle parce que l'homme a voulu quand même domestiquer, entre guillemets, ce sable en créant les dunes, en fixant les dunes. Et finalement, la nature reprend un peu ses droits et on a beaucoup de mal à la dompter. Hein. On a beaucoup de mal. On a beau creuser des chenaux pour que les bateaux puissent circuler, on a beau continuer à maintenir nos activités, c'est pas si simple quoi. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est la vie d'un estuaire, c'est d'évoluer. C'est le mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place. On ne peut pas dire l'estuaire est là. Non, l'estuaire était là. Tu disais sur la petite ville de Rue où c'était l'estuaire il y a un millier d'années. D'accord. Là, l'estuaire est ici et dans 1000 ans, l'estuaire sera à 5 km devant nous. Donc il n'y a pas de position fixe. C'est un milieu en mouvement permanent. Et ce qui devient moins intéressant ici peut devenir d'un seul coup plus intéressant. Je dis moins intéressant, je parle du point de vue ornithologique et du point de vue naturaliste, ouais, bien sûr. Mais tout évolue, le milieu évolue. Des casses variables. C'est des petits cris de contact qui ressemblent plus à des cris de passereaux. Ouais. C'est des petits. Des tout petits. Ouais, c'est des trilles en fait. Des petites trilles, c'est ça exactement. Ouais. C'est beau là, on a des petites trouées de ciel bleu là devant nous. C'est splendide. C'est vraiment de se dire qu'on est quand même dans un pays d'Europe occidentale où on pense qu'on est assez bétonné. Puis l'Europe du Nord est connue pour ça quand même. Les Pays-Bas, la Belgique, c'est beaucoup d'urbanité. Là, on est dans un espace qui est quand même majeur en Europe, d'un point de vue continental. On a un gros carrefour migratoire. On a comme ça des milieux qu'on ne trouve pas partout. Alors, tu as raison, on a une chance incroyable, c'est qu'à partir de Berck-sur-Mer, il y a deux petites villes, là, Caen et Fort-Mahon, mais après, tu as quasiment 50 km sans habitation. C'est incroyable. Donc d'un seul coup, là, c'est l'espace l'espace sauvage à perte de vue. Ouais. Et d'un seul coup, tu peux comme moi, avoir un panorama incroyable. Quoi. Ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de pollution visuelle, il n'y a que des oiseaux, du ciel et de la terre. Donc ça, c'est vraiment superbe, et des champs d'oiseaux partout. Au calme. Alors évidemment, c'est évidemment mon conservatoire, hein. C'est là où j'ai appris tout ça. C'est en venant ici que... Je vois, parce que pour pouvoir imiter les oiseaux, il faut avoir un don d'abord pour l'observation et l'écoute. C'est l'écoute. En fait, quand tu baignes dans un environnement sonore, naturellement, tu es enclin à essayer de le comprendre, à essayer de vivre avec. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui rend heureux quand tu siffles un oiseau comme tu l'as entendu dans la journée, que chez toi, tu arrives à le faire. Il y a une espèce de réalisation et de... Ouais, j'ai compris. Ouais. C'est une auto-satisfaction de voyager en étant capable de faire le chant de l'oiseau. En ayant le sentiment d'avoir été compris, d'avoir interagi avec l'oiseau, mais c'est aussi une interaction avec la nature, qui est assez majuscule, de pouvoir communiquer comme ça avec ce que l'homme n'a pas créé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est cette beauté qui était une beauté naturelle. Ouais. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que ces sons naturels, où ils sont tous différents, avec tous des petites variations. Et puis c'est ça qu'on cherche maintenant. Ce que je recherche, c'est l'oiseau avec un petit chant un petit peu différent, retrouver dedans des différences dans les... C'est du triépi. Ouais. Ah, la corvidée. Ah, ça va se relever. Ouais. Et qu'est-ce que ce serait la morale de cette observation-là? Retrouver les sentinelles. C'est les sentinelles qui reviennent. Ah, ouais. Ça, c'est un échec de... Mais le mouvement, il est imprévisible. Hein. Tout d'un coup, ça bouge, tout d'un coup, ça se calme. C'est puissant, là. J'ai l'oreille en vrac. C'est très très fort. Hein. Vraiment... Non, mais c'est bien, vas-y. Bon, la morale de cette observation, s'il fallait en donner une, tu sais, nous on est un peu comme La Fontaine, c'est que peut-être on peut être un humain et interagir avec son environnement pour mieux le protéger. La morale, c'est que ce qu'on voit là,
c'est gratuit, c'est un spectacle gratuit. T'es accompagné, mais tu viens, tu vois ça, c'est juste trop beau. Et que même si tu es le plus riche du monde, même si tu es l'homme le plus riche, tu ne peux pas te payer ça. Ça, c'est avoir des oiseaux que tu vas faire nicher dans la toundra arctique, les faire revenir ici devant toi, les poser sur un milieu où à 10h10, tu as la mer qui recouvre ça. Ils sont juste devant toi, avec une harmonie en fonction de la hauteur des pattes, en fonction de la brune. Tout ça, ça n'a pas de valeur, c'est inestimable. C'est ça que je veux. On ne peut pas se payer ça. On l'a, et c'est ça qu'il faut protéger, qu'il faut défendre, et qu'il faut absolument préserver cette chance. Préserver cette chance. Et évidemment, quand le fait de siffler, le fait d'avoir une petite interaction fait que tu l'aimes encore plus fort. C'est quand tu es capable de donner un nom sur ce que tu vois, donner un nom sur ce que tu entends, évidemment après tu l'aimes encore plus fort et tu le protèges et tu le On respectes. protège ce que l'on aime et l'on aime ce que l'on connaît. Donc il faut faire connaître. On était en direct dans Wild Live sur Brut et on vous dit Adi Chat. Un petit sifflement de fin là. Ils répondent. Il y en a un paquet devant là. On a un petit 3000 ternes de belon. 3000 ? Ouais, on a 2 grosses bandes de triépis, donc on a pareil 3000 triépis. Non mais là, c'est variables, c'est inestimable. hallucinant.